Suivez tous les samedis les interventions du Dr Alain Kapochichi sur l'entrepreneuriat. 1h, 10h. Un lieu, la page Facebook officielle du Dr Alain Kapochichi. Vous êtes jeune, vous voulez entreprendre, ce rendez-vous est le vôtre. Chers amis, nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui. Nous avons commencé à parler depuis longtemps de la crise. Nous avons dit que c'est une crise qui ne va pas être 2 semaines, c'est une crise qui va durer. Comment est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre la crise comme une opportunité. Nous devons la prendre en fait pour pouvoir agir pour résoudre les problèmes dans notre communauté. C'est pourquoi nous avons commencé à parler d'entrepreneuriat. Et la semaine dernière, nous avons dit que l'entrepreneuriat, c'est une capacité à résoudre des problèmes, c'est une capacité à identifier des besoins dans notre communauté et à apporter une réponse appropriée. Et aujourd'hui, nous allons parler d'innovation. L'Afrique, vous savez, est derrière, parce qu'on a beaucoup parlé de formation, on a ouvert beaucoup d'universités, mais on ne s'est pas concentré sur l'essentiel qu'est l'innovation. Donc, c'est quoi pour vous l'innovation? Vous avez commencé à... On a dit l'innovation. L'innovation. L'innovation, c'est quoi? Oui, commencez à écrire un peu l'innovation. C'est un enjeu majeur de l'innovation parce que nous avons des problèmes. Tout nous vient d'ailleurs. Nous importons tous les produits, tous les services pratiquement, et nous n'arrivons pas en fait à émerger. Parce que nos formations en fait sont orientées uniquement vers la connaissance. Nous ne nous orientons pas vers la créativité, qui est la première étape en fait de l'innovation. Donc c'est quoi pour vous l'innovation? Innovation, c'est quoi? Alors, comme vous le voyez bien, comme tout mot qui finit par action, ok? Innovation, c'est l'action de formation, c'est l'action de former par exemple. Organisation, c'est l'action d'organiser. Et non, comme tout mot qui finit par action, innovation, c'est l'action d'innover. Donc, c'est l'action d'innover. Donc, maintenant, c'est quoi innover? Dans innover, comme vous le voyez bien, nous avons nouveau. Alors, comment on définit nouveau? Nouveau, c'est ce qui apparaît pour la première fois. Ok? Ce qui apparaît, voilà, ce qui apparaît pour la première fois. Ok? Donc, quelque chose qui apparaît pour la première fois, c'est l'innovation. C'est nouveau. Quand la chose est nouvelle, okay, qui apparaît dans une communauté, on va dire que c'est de l'innovation. Et donc, il faut aussi remarquer que la chose apparaît pour la première fois, il faut qu'elle soit introduite dans la communauté, diffusée en fait pour qu'on parle d'innovation. Alors, quelle est la différence que je fais? C'est que je fais la différence entre innovation. Voilà, c'est-à-dire que si on doit faire la route en fait de l'innovation, nous allons avoir d'abord une première étape où on va parler du besoin. Okay? Nous avons dit la dernière fois qu'un problème, c'est une insatisfaction, c'est un manque, okay, auquel on veut apporter. C'est pareil, c'est-à-dire que nous avons une sensation et nous voulons apporter une réponse. Quand nous avons en fait un besoin, okay, maintenant nous allons vouloir régler ce problème-là, régler ce problème-là qui s'est posé. Donc on va entreprendre donc de régler ce problème-là. Et donc nous allons avoir des idées. Là, nous allons avoir des idées, okay, qui seront des solutions. Okay? Et cette étape-là, en fait, qui est la première étape où on va imaginer des solutions, en fait, à un besoin exprimé, ça s'appelle en fait l'étape de la créativité. L'étape de la créativité. Ok? Donc ça, c'est une étape importante. Le fait donc d'imaginer des solutions à un problème, le fait de générer des idées nouvelles pour répondre à un problème donné, c'est la première étape en fait de l'innovation qu'on appelle la créativité. Ok? Je n'ai pas encore trouvé la solution, créer le produit, mais j'ai imaginé par exemple parce que j'arrive à m'asseoir, ok, je suis assis là maintenant, ok, pendant 1 heure, 2 heures, et je suis fatigué, je n'arrive pas à poser mes mains quelque part. Et je vais dire, mais qu'est-ce que je veux faire pour que mes mains se reposent? Donc je pose le problème et je dis, quelle solution? Peut-être qu'une des solutions
solution serait que je trouve en fait un outil pour poser mes mains. Et donc, je vais imaginer alors, ok, quelque chose pour poser mes mains. Quand j'imagine cela, je suis dans l'état de la créativité. Maintenant, comme j'ai une formation, et c'est là le rôle maintenant de l'université, mais ce n'est pas la seule option. On peut ne pas être formé à l'université, mais dire, comme j'ai eu l'idée de fabriquer, de faire quelque chose de moi pour proposer mes mains, comment est-ce que je vais prendre cette idée-là pour la transformer en un produit ou en un service utile pour la communauté? Et lorsque je transforme cette idée-là que j'ai eue, du moins en un produit, ok, ou bien en un service donné, ok, ça s'appelle en fait de l'invention, ok, de l'invention. C'est pas encore donc de l'innovation, ça serait de l'invention, ok. On va appeler ça de l'invention, ok. Ce serait de l'invention. Maintenant, si l'invention est diffusée dans la communauté, c'est-à-dire que lorsque j'ai créé ce produit-là, ça a été utilisé par beaucoup de personnes, c'est en ce moment-là que je vais transformer mon invention en une innovation. Donc vous voyez donc que l'innovation a plusieurs étapes. Tout part du besoin. L'entrepreneur répond à un besoin, on a dit. Okay, quand nous avons une capacité à résoudre des problèmes, tout part du besoin. Le chercheur, l'entrepreneur, le scientifique, tout le monde veut régler un problème. On part du besoin. Maintenant, lorsque j'imagine des solutions de moins à ce besoin-là, ça va être que je suis créatif. Ça s'appelle donc la créativité. Et maintenant, deuxième étape, lorsque je traduis cette idée que j'ai eue en une invention, en un produit, en un service qui apparaît pour la première fois dans une communauté, en fait, ça va être de l'invention. Et maintenant, si l'invention est diffusée dans la communauté, ça va être de l'innovation. Vous voyez donc que c'est assez simple en fait ce cheminement-là. Malheureusement, en fait, nos universités, malheureusement, nos entreprises, en fait, sont orientées vers des formations simplement qui n'apportent pas, qui ne résolvent pas de moins ces problèmes. Et donc, pourquoi aujourd'hui on doit utiliser la crise pour pouvoir réfléchir sur l'université, réfléchir sur notre capacité à résoudre les problèmes. Et j'en parle souvent parce que dans la plupart de nos pays, on ne prend pas en compte en fait cela comme un enjeu majeur. Alors, prenons l'exemple en fait de nos formations. Quand je suis enseignant et je veux mettre l'innovation au cœur de ma politique, au cœur de mon système, il y a ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques. C'est-à-dire, je vais prendre un stylo, un truc beaucoup plus grand pour mieux expliquer. Donc, en fait, pour faire un cours, il y a ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques. Dans la plupart de nos universités, quand un professeur vient, 99% des cours qu'on fait dans nos universités ne servent à rien pratiquement. Parce que, en fait, on vise la chose la plus basse, c'est-à-dire dans la taxonomie de Bloom. Vous savez, Benjamin Bloom, qui a écrit du moins la taxonomie de Bloom pour élaborer les objectifs pédagogiques, a essayé d'identifier des niveaux qu'on doit essayer d'avoir en fait pour amener l'enfant à partir en fait de la connaissance pour aller jusqu'à être créatif. Donc quelqu'un qui peut potentiellement innover, qui peut potentiellement créer quelque chose. Et donc, on a d'abord l'étape de la connaissance. C'est-à-dire que lorsque je veux faire un cours, je suppose par exemple que je veux faire le cours sur l'innovation. Je peux dire, l'objectif de mon cours, c'est que les étudiants doivent apprendre ce que c'est que la connaissance. Les étudiants doivent connaître les différentes formes de la connaissance, les différentes formes d'innovation. Si je dis ça, à la fin, je veux des étudiants très, qui peuvent bûcher quelque chose et venir me donner l'information simplement que voilà les différentes formes d'innovation. Mais ils n'auraient pas été capables d'innover. Et donc, la plupart des 99% des cours dans toutes nos universités africaines visent la connaissance. Alors qu'elle ne sert à rien si elle n'est pas utilisée. Et donc, si, plutôt que de viser la connaissance, on vise tout au moins déjà la compréhension, c'est-à-dire que l'enfant, qui
ok, apprend quelque chose, commence à distinguer différentes formes en fait d'innovation, par exemple, comme j'ai pris l'exemple de l'innovation. Ok, ensuite applique. Il y a l'étape de l'application. Il y a l'étape après de l'analyse. Il y a l'étape de la synthèse. Et ensuite l'étape de la création. C'est-à-dire, je vous ai parlé bien, on peut parler même de créativité. C'est-à-dire que plutôt que les cours dans nos universités, plutôt que ces cours-là, on a dit que l'innovation en fait a 3 étapes essentielles. Quand on a vu les besoins, quand on a vu le problème, ok, et qu'on a imaginé des solutions de moins à ce problème-là, on a la première étape de l'innovation qu'on appelle la créativité. Et donc, cette étape-là, c'est l'étape normalement que nos universités doivent viser. C'est-à-dire alors que nous visons la connaissance. Ok? Si tu fais un cours pour un apprenant et tu vises uniquement donc qu'il connaisse quelque chose, qu'il apprenne quelque chose et qu'il tu le récites en fait comme un cheval, tu vas l'appeler comme un intelligent alors que tu le mets devant une situation réelle, il n'est pas capable de résoudre ça. Et donc, 99% en fait des cours dans nos universités visent la connaissance. Alors qu'il faudrait que nous puissions commencer à appliquer la connaissance. Il faudrait que nous puissions commencer en fait à créer quelque chose. Et donc, normalement, l'objectif des cours dans toutes nos universités doit viser l'application, doit viser la création, la conception, la maîtrise, okay, l'implémentation des systèmes. Okay. Et donc, un étudiant ne peut pas avoir fait un cours et à la fin, il n'utilise pas ce qu'il a appris pour en faire quelque chose de réel pour la communauté. Et donc, c'est important que dans la formation, les objectifs, tous nos enseignants dans toutes nos universités doivent changer leur orientation pédagogique et former les apprenants, non plus pour être des gens qui doivent emmagasiner de la connaissance, mais ils doivent utiliser leur connaissance dans le cours et faire des projets pour créer des choses réelles pour la communauté. Et donc aujourd'hui, on va parler beaucoup d'innovation. Voilà, et donc j'ai commencé en fait à expliquer que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est parce que l'université n'a pas compris son rôle. L'université n'a pas ancré l'étudiant comme un acteur de développement qui doit être là pour résoudre des problèmes de à la communauté. Et donc aujourd'hui, on va parler de la conception participative, qui est une forme en fait d'innovation. Nous allons, voilà, je prends le clavier pour aller un peu derrière, voilà, pour... Voilà, donc aujourd'hui, on va parler beaucoup d'innovation. Ok? On va parler d'innovation et surtout de conception participative. Ok? De conception participative. Alors, c'est quoi la conception participative? C'est le fait aujourd'hui donc de savoir que dans avant pour créer quelque chose, pour innover, dans les laboratoires, dans les entreprises, nous restons dans nos chambres et on crée un produit et on dit je vais créer ça et je vais aller le vendre. Le problème, c'est que le client pour lequel en fait tu veux vendre le produit, ce client-là, désormais, n'est plus quelqu'un qui est inactif. Tous les clients ont désormais un téléphone en main. Ok? Et donc, plutôt que de créer le produit et après de chercher à lui vendre, ok? De manière en fait à ce que tu le convainques sur la couleur, sur le design, sur le poids, sur ce genre de choses, tu peux l'associer en fait dans le cadre de cette création. Parce que le client n'est plus quelqu'un c'est quelqu'un que tu peux identifier même à l'avant. Et donc, au lieu que nous imaginions des choses uniquement dans nos bureaux, nous allons sortir un peu en fait pour aller chercher le client et l'associer en fait à la conception de nos produits. Et donc, c'est ça la conception participative. Et donc, c'est une conception qui est basée en fait sur l'utilisateur. C'est-à-dire que plutôt que ça soit l'entreprise qui crée, et le concept de moins à la personne, et va lui imposer, l'entreprise va travailler en fait en collaboration avec le client par rapport à ses besoins. Et donc, le client aura un rôle actif. Donc, on parle de co-création. C'est-à-dire le fait de se mettre ensemble pour créer quelque chose, pour avancer ensemble. Et donc, ça prend en compte donc, des notions en fait comme la collaboration active avec les clients sur une longue durée. On parle aussi d'innovation, mais d'innovation ouverte. C'est-à-dire l'innovation qui
s'ouvre en fait à la communauté et qui prend en compte en fait ces besoins. Donc c'est fondé aussi sur des valeurs de partage, d'économie de marché, bien entendu, tout ce qui concerne les brevets, on parlera même de co-brevets, on parlera en fait du modèle économique en fait, économique et solidaire. Et donc, on a commencé à parler d'innovation. J'ai dit que l'innovation, c'est le fait en fait de partir d'un besoin et d'arriver en fait à une réponse appropriée par la création d'un nouveau produit utile pour la communauté. Et donc, c'est un processus global de création. Il y a différentes formes d'innovation. On peut innover simplement en améliorant quelque chose. On va parler d'innovation incrémentale ou bien relative. C'est-à-dire que l'innovation en fait ne transforme pas fondamentalement la technologie sur le produit. Maintenant, l'innovation peut être aussi une innovation radicale, une innovation de rupture. Et donc, quand l'innovation en fait est orientée vers le changement de mode de vie, le changement de technologie, on parle d'innovation radicale. Et c'est pourquoi moi je parle en tant que prospectiviste en fait d'un changement profond dans nos communautés, avec la distanciation sociale, avec la crise. Parce que nous sommes arrivés à une étape où tout ce que nous avons fait à partir de maintenant doit intégrer la distanciation sociale. Si tu veux servir à manger à quelqu'un, ça doit être à 1 mètre ou bien 2 mètres. Si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, donc la distanciation sociale va intégrer aujourd'hui. Vous avez vu le téléenseignement, vous avez vu la télémédecine, vous avez vu beaucoup en fait d'applications qui changent la manière dont on faisait la médecine avant, qui changeront la manière dont on enseignait avant, qui changeront. Donc on a un ensemble de ruptures qu'on observe. Et donc lorsqu'on en arrive là, et on crée un produit qui respecte cela et qui change la manière dont on fonctionnait avant, on parlera d'innovation radicale. Donc vous voyez, donc il y a deux formes majeures en fait d'innovation. L'innovation relative ou incrémentale, où on a juste amélioré un produit. Imaginez par exemple que je prenne cette chaise. Vous avez vu donc avant, quand on voulait innover, on va juste partir des besoins. C'est-à-dire que quand je suis assis là maintenant, je suis assis comme ça, et je vais dire, mais quels sont les besoins que j'ai quand je vais m'asseoir là comme ça? Quels sont les besoins potentiels que je peux avoir? Quels sont les problèmes que je peux avoir à partir de là? Et donc je peux avoir un problème de dos. Parce que je n'arrive pas peut-être à aller derrière comme ça. Et je peux dire, besoin, donc le problème que j'ai identifié, je peux dire, maintenant, je veux pouvoir résoudre ce problème-là. Donc je vais imaginer des solutions. Donc imaginer des solutions, je peux dire, bon, je vais imaginer un produit qui va me masser le dos. Imaginez, on est encore à l'étape d'imagination. Donc on va appeler ça de la créativité. Maintenant, si je vais aller, parce que j'ai une formation, parce que j'ai des techniciens avec moi, je vais les associer avec moi pour créer le produit pour la première fois, ça va être de l'invention. Donc, une chaise qui masse le dos pour les gens. Vous voyez donc, si je prends en compte ceux qui vont acheter le produit avant, et je les associe pour dire mais quel type de coup de massage on peut avoir, quelle manière on peut utiliser pour pouvoir voir votre dos, et que je les associe, nous serons dans la co-création, nous serons dans la co-innovation, nous serons dans la création ouverte. Et donc, vous avez donc vu donc, que l'innovation est vraiment quelque chose qu'on peut prendre en compte. Vous avez vu que je suis parti d'un problème. Et j'ai dit que le problème fondamental de nos pays, c'est parce que les jeunes n'arrivent même pas à savoir qu'est-ce que c'est un problème. Et donc, il faut les laisser dessus. Tout part du problème. L'entrepreneur part du problème pour résoudre le problème. Le chercheur, le scientifique part du problème. L'innovateur, part du problème. Tout le monde doit partir du problème. Donc, les jeunes, en entreprise, à l'école, tout doit partir du besoin de la communauté. Si je fais un cours et que je ne peux pas justifier son utilité, ça n'a pas de sens. Si je crée une université et je n'ai pas justifié son utilité, ça n'a pas de sens. Tout doit répondre à un besoin. Et donc, un problème, c'est un besoin déclaré, qui émerge, bien entendu. C'est-à-dire, c'est une insatisfaction. Et donc, ça répond à une réalité, à des attentes données vis-à-vis des gens. Et donc, vous voyez, donc, on peut observer un problème. Regardez, je dis aussi qu'un problème, c'est l'écart qui est entre une situation désirable et la situation actuelle. Regardez par exemple quand je prends ce pneu. Ça c'est la situation idéale. La situation idéale, idéale c'est ça. Le pneu est bien gonflé, il peut rouler. Par contre, si le pneu est comme ça, je peux observer que ça ne peut pas rouler parce qu'il y a une différence entre tel que ça doit être, ceci, et ce que c'est maintenant. Donc lorsqu'il y a une différence fondamentale
actuelle et la situation idéale, on parle en fait de problèmes. Et donc tout le monde peut observer des problèmes. Dieu nous a tous dotés d'une capacité à observer, à entendre des plaintes, à toucher aussi des situations en fait que nous ne désirons pas, ou bien que nous ne désirons pas. Et donc, quand j'ai des problèmes, que j'ai observé des insatisfactions, que j'ai observé, l'étape qui vient après, c'est quelle solution? Il y a une manière pour aussi chercher des solutions. On ne s'attaque pas en fait en donnant des solutions en l'air. Mais on va aller remonter aux causes du problème. Et dans les causes maintenant, on va imaginer des solutions possibles. Vous voyez un peu? Et donc, toute cette étape-là, en fait, on va imaginer des solutions en générant des idées nouvelles. Cette étape-là, on appelle l'étape de la créativité. Et donc, vous voyez, nous avons la créativité qui est en amont de l'innovation. Mais dans toute cette étape-là, en fait, on va partir des besoins. On va imaginer des solutions. Et après, aller à l'étape en fait, de la création du produit lui-même, on va abandonner des idées, des bonnes idées. On va abandonner des bonnes choses. Et donc, on a toute une étape en fait de la gestion de la connaissance. C'est aussi quelque chose de très fondamental. Ce qu'on va éliminer, on peut après revenir dessus. Donc, on va gérer ça comme de la connaissance qu'on peut réutiliser plus tard. Et donc, il y a une image générale de résolution de problèmes. Lorsque j'ai mal, par exemple, pour pouvoir trouver la solution en fait et trouver l'idée pour régler le problème du mal de ventre que j'ai, je dois dire, mais pourquoi j'ai mal au ventre? Qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas mangé de plusieurs? Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a tapé dans le ventre? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas pris de vermifuge? Donc je vais pouvoir en fait chercher la cause. C'est ce qu'on appelle, le médecin appelle le diagnostic. Et c'est le diagnostic qui nous amènera après à dire, mais dans toutes les causes que j'ai imaginées, il y a une cause, en fait, qui doit être une cause prépondérante. Parfois, on utilise la loi de Pareto, la loi de 20-80 pour arriver à trouver ça. Donc, parmi toutes les causes, lorsque j'ai, par exemple, ma voiture, et que la voiture n'a pas démarré le matin, je peux dire l'hypothèse, par exemple, que c'est parce que je n'ai pas entretenu, je n'ai pas fait la vidange. C'est parce que la batterie peut-être ne fonctionne pas bien. C'est parce que mon mécanicien est incompétent. Je vais dire plusieurs causes possibles. Ou bien probable, si vous voulez. Maintenant, je vais choisir les causes. Je n'ai pas pris mon vermifuge. Non, c'est ma batterie, du moins, qu'il y a un problème. Et je vais maintenant dire, je vais changer de batterie. Vous voyez donc que c'est la cause principale qu'on a identifiée qui va après générer l'idée de la solution en fait, qu'on peut chercher à avoir. Et donc, pour régler en fait un problème, il y a des étapes qu'on doit pouvoir en fait suivre. Et donc, une fois que j'ai les causes, je vais choisir la cause principale que j'ai identifiée, chercher des solutions et maintenant mettre en œuvre ces solutions-là. Et c'est lors de la mise en œuvre de ces solutions que nous allons maintenant mobiliser ce que nous avons appris en formation. Et aujourd'hui, beaucoup de gens en fait disent que la formation telle qu'elle est faite avant, centrée sur la connaissance de ces armes. Nous faisons partie des gens, et nous sommes des innovateurs, nous sommes des entrepreneurs. Et nous pouvons parler aux chercheurs. Moi, j'ai la chance en fait d'être entrepreneur, chercheur, et innovateur, parce que j'ai créé des produits, j'ai créé des choses moins utiles pour nos communautés. Nous disons en fait aujourd'hui aux scientifiques, que si la science en fait n'est pas orientée pour la résolution des problèmes de nos communautés, ce n'est pas utile. Parce que l'Afrique a besoin en fait de résoudre des problèmes de développement. Et donc, la formation qui vise uniquement de moins la connaissance, sans l'appliquer, sans l'utiliser pour résoudre des problèmes, on doit se poser des questions. Mieux, cette connaissance-là aujourd'hui devient quelque chose qui change, qui évolue au regard de la technologie, au regard des besoins, au regard de la réglementation. Et donc, vous voyez donc qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui amène les gens à dire ne vous centrez plus sur la connaissance, centrez-vous sur la résolution de problèmes dans nos communautés. Et donc, je vais maintenant vous donner quelques exemples d'innovation. Comment on fait pour innover? Vous savez, avant, pour que nos parents puissent innover, comme je l'ai fait tout à l'heure, on part en fait de problèmes. J'ai une chaise, cette chaise-là me donne bien satisfaction, c'est vrai. Mais comme l'homme est l'éternel insatisfait, on n'est jamais satisfait, on a des désirs qui sont illimités. Donc, quand je vais m'asseoir dessus, je vais dire, mais qu'est-ce que ces chaises-là doivent faire? J'ai envie de voler avec ma chaise. Donc ça, j'ai exprimé un souhait. Et ce souhait-là, c'est un problème. Maintenant, je vais dire, comment je fais pour voler avec une chaise? Et donc, si j'arrive
n'arrive pas à trouver un produit qui me permet en fait de voler avec une chaise, ok, je vais l'associer avec ça et on pourra voler. Donc, premier élément en fait qu'on peut utiliser, c'est l'association. Le fait en fait de prendre un produit existant, que de l'associer en fait à un autre produit pour faire un nouveau produit. Ça a été utilisé en fait beaucoup par le passé. Mais l'autre chose que nous avons souvent fait et que nos parents font même, okay, quand moi je vais au village de l'autre et tout, je trouve des forgerons, je trouve des menuisiers qui arrivent à fabriquer des choses. Mais ces gens-là sont déjà créatifs. Pourquoi aujourd'hui nos enfants de moins sont dans les universités et ils n'arrivent pas à être aussi créatifs en fait que le couturier qui peut faire de bons designs? Pourquoi ils n'arrivent pas à fabriquer des choses? Parce que justement, on ne leur a pas enseigné les techniques. Et donc, l'une des techniques, c'est la technique en fait de la synergie. Vous savez que le modèle en fait de l'analogie, vous avez vu ça et puis ça. Ok? Mais on peut encore voir mieux. Regardez. Ok? Là, c'est un avion. Là, c'est un oiseau. Et donc, l'analogie, en fait, c'est le fait en fait de prendre une image, par exemple, et de répliquer en fait le modèle que je vais créer sur ce modèle-là. C'est-à-dire que sur cette image-là, on a vu que les oiseaux volent. À un moment donné, on a dit, ah, mais comment on peut faire pour qu'on ait un outil en fait qui vole? Et on a commencé à simuler du moins les oiseaux jusqu'à fabriquer l'avion. Et donc, lorsque je veux créer quelque chose, lorsque je veux avoir des idées, je peux aussi en fait projeter l'image, par exemple, d'un homme sur cette chaise. Je peux dire, ma chaise doit ressembler à un homme. Si ma chaise doit ressembler à un homme, elle doit avoir une tête. Si ma chaise doit ressembler à un homme, elle peut courir. Et donc je vais trouver en fait un moyen pour que ma chaise court. Elle peut en fait dormir. Et donc je peux en fait simuler des images en fait sur mon produit. Et donc je deviens créatif. Vous voyez comment tout le monde peut créer. Mais dans nos universités, en fait, on n'a pas de créateurs. C'est ça qui fait que, en fait, aujourd'hui, toutes les universités sont fermées. Alors que nous avons une petite crise qui est arrivée. Et cette crise-là, les scientifiques doivent sortir pour intervenir, pour résoudre les problèmes de qui se posent à nous. Et donc, on peut utiliser le modèle d'association, on peut utiliser le modèle d'analogie, mais il y a d'autres modèles, comme par exemple le fait de recycler un produit. Il y a des modèles, par exemple, le fait de mutualiser, c'est-à-dire de mettre des ressources ensemble pour obtenir le même but. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs en fait pour les universités aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver la connectivité pour les étudiants. Ils peuvent aujourd'hui mettre en place un système de data center central et tout le monde peut aller mettre ses ressources pour que les étudiants puissent avoir plus de la connectivité et avoir accès à leur cours. On peut utiliser aussi des modèles d'ubérisation. Aujourd'hui, c'est le fait en fait de ne plus être forcément propriétaire d'un outil, mais de l'utiliser en fait pour résoudre des problèmes à travers la collaboration avec les clients. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire un peu aujourd'hui. Nous allons voir de façon réelle comment appliquer cet outil-là, cette méthode de conception participative, de collaboration avec les clients, pour résoudre la crise du Covid. Je vais faire une petite pause pour que vous puissiez commencer à réfléchir sur les problèmes de la crise. Donc cette crise-là, comment on peut faire pour s'en sortir? Comment est-ce que les jeunes africains peuvent s'associer ensemble pour résoudre la crise? Nous avons essayé en fait de travailler un peu dessus. Je reviens tout à l'heure, dans une minute, commencer à travailler dessus pour vous dire un peu quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour pouvoir, préparer le pic de la crise que les gens ont d'ici un mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que, imaginez, dans nos pays, que nous ayons 100 000 personnes, comme aux États-Unis, 400 000, 500 000 personnes en fait, qui sont atteintes du virus du Covid. Comment est-ce que nous faisons pour nous en sortir? Si nous avons 10 000, 20 000 morts, comment est-ce que nous faisons? Chacun est confiné chez lui. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Nous allons réfléchir ensemble tout à l'heure, dans une minute, commencer à y penser un peu. Merci beaucoup. Et je pense que la conception participative, nous allons l'expérimenter sur le week-end prochain parce que c'est un outil indispensable pour mettre ensemble tout le monde. Que tout le monde se mette ensemble. Pourquoi aujourd'hui vous devez être isolé pour créer quelque chose alors que vous créez pour des gens? Et donc, dans la conception participative dont nous parlons, il est question ici que tout le monde se met ensemble. Vous avez vu la BAC lancer son initiative en fait avec une plateforme de collaboration pour générer des idées. C'est vraiment la conception participative. Et c'est important aujourd'hui que nous puissions associer étudiants, laboratoires, paysans, parce qu'on ne les prend pas aussi en compte, alors que c'est très important de collaborer avec le client pour co-créer avec lui les États, les entreprises,
les startups, que tout le monde se mette ensemble en fait pour créer, c'est ça la co-création, c'est ça la conception participative dont je tiens à vous parler. Donc tout à l'heure, on viendra appliquer ça sur un modèle de gestion de la crise. C'est quoi pour l'innovation? On en a parlé un peu, on a dit l'innovation c'est l'action d'innover. On a dit dans innover, on a nouveau. Et nouveau, c'est ce qui apparaît pour la première fois. Et beaucoup de chercheurs disent que l'innovation n'existe que par rapport à l'entité qui la reçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'innovation, par exemple, se fait en Chine, et on la ramène chez nous, en Afrique, parce que ça n'existe pas en Afrique, c'est de l'innovation en Afrique. Donc, l'entité qui reçoit, l'organisation qui reçoit l'innovation, c'est lorsque la chose apparaît pour la première fois dans cette entité-là qu'on va parler d'innovation. Donc, ça implique une diffusion, ça implique une adoption par la communauté. Et donc, on a parlé d'innovation, on a dit qu'on parle du besoin, et ce besoin-là, c'est une insatisfaction, c'est un manque, c'est un désir que nous avons, qui est exprimé et auquel nous voulons apporter une réponse. Et maintenant, ce besoin-là, on veut apporter la réponse en imaginant des solutions. Et lorsque je vais générer des idées nouvelles, c'est de l'ordre de la psychologie, donc je vais imaginer des solutions. Cette étape-là, on appelle ça l'étape de la créativité. C'est le début de l'innovation. Quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui imagine des solutions, peut imaginer en faisant de l'analogie. Lorsque j'ai une situation, par exemple, je dis quelle est sa tête, quel est son pied, quel est son bras. Et quand je dis ça, c'est des images que je vais utiliser en fait pour avoir des idées. Et donc je peux utiliser l'analogie, je peux utiliser l'association, je peux utiliser du moins le recyclage, je peux utiliser plusieurs techniques pour pouvoir imaginer des solutions. Maintenant, après cette étape-là, en fait, donc, la créativité, je vais maintenant dire, j'ai retenu d'avoir cette chaise-là qui vole. Donc j'ai imaginé une solution. Il ne faut jamais dire qu'une solution est folle. Les plus grandes avancées en fait ont été faites vraiment parce que les gens ont été quelque part fous. Et donc imaginez que je dise que ma chaise doit voler. Maintenant il faut que je mobilise la connaissance, que je mobilise en fait des ressources, des personnes, des laboratoires, des systèmes, des entreprises, plusieurs personnes en fait qui vont m'aider à traduire cette idée-là que j'ai eue en produit, en service utile pour la communauté. Et donc quand la chose a été faite pour la première fois, on appelle ça de l'invention. Quand on a créé le premier prototype, c'est l'invention. Et ici, à Bassar, où je suis, nous avons créé un camp dédié à l'innovation pour vous, où vous avez tous les matériaux possibles en fait, pour créer des produits. Une unité en fait, qui fait 4000 unités de jour, c'est la plus grande de l'Afrique, parce que nous pensons que les jeunes africains doivent créer des produits. Et donc, ils ont tout ce qui a découpé les lasers, les œufs numériques, imprimante 3D, tout ce qui a comme outil pour prototyper dans 4 domaines: l'agriculture, l'art, les BTP, tout ce qui concerne les métiers, le domaine, les services, etc. Et donc, vous voyez donc que nous avons l'étape de l'invention, où on va fabriquer le premier prototype utile. Et ensuite, la dernière étape en fait qui concerne la diffusion. Lorsque je vais maintenant faire ma chaise qui vole en des milliers d'exemplaires, que je vais réussir à les vendre dans la communauté, on va parler de l'innovation. Vous voyez donc que lorsque Doug Saga, le fondateur de Coupé Décalé, vous le connaissez bien, lorsqu'il a créé pour la première fois en fait son coupé décalé, il n'était pas encore un innovateur, il était un inventeur, il a inventé le coupé décalé. Mais derrière, il a créé un mouvement, le mouvement du coupé décalé. Et dans ce mouvement-là, lorsque beaucoup de gens ont commencé à faire coupé décalé, là, on peut dire que quelque part, il est devenu un innovateur parce qu'il a réussi à diffuser son innovation. Donc, aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler de la conception participative. Nous avons créé une plateforme que nous allons diffuser, une application mobile, qui va en fait nous aider en fait à gérer de façon collaborative les problèmes que nous avons dans notre communauté. Nous avons appelé ça le Moïse. Le Moïse, vous connaissez bien Moïse, c'est celui qui sauve, qui nous amène à la terre promise. Nous pensons que le Moïse va être un outil en fait que tous les Africains doivent utiliser pour pouvoir gérer aujourd'hui la crise en fait liée au Covid. Donc c'est une plateforme qui va accueillir plusieurs outils, plusieurs ressources pour pouvoir régler les problèmes, les situations, aider les personnes à créer des produits afin d'apporter des solutions aux personnes que nous avons pendant la crise. Et donc c'est un outil qui va être vraiment très très utilisé. Et donc vous avez à la fois
j'ai un problème, je peux signaler le problème et j'ai des gens qui peuvent m'aider à résoudre ce problème-là parce que ça a été organisé en fait pour être une plateforme de co-création véritablement, mais aussi de géolocalisation en fait des problèmes pour pouvoir aller régler. Donc c'est à disposition de tout le monde, de la santé, des sapeurs-pompiers, de la sécurité, mais aussi des restaurants, de tout le monde en fait pour que les gens puissent collaborer et régler les problèmes parce que c'est sur ça qu'il faut pouvoir prendre en compte. Quel est le problème que nous avons aujourd'hui quand nous parlons en fait de crise du Covid? Tout le monde, quand on tousse un peu, on a envie de savoir si on n'a pas attrapé cette maladie. Quand je commence à chauffer un peu, je dis est-ce que je n'ai pas attrapé cette maladie? Donc ça fait que les gens appellent, les centres d'appel, ils sont nombreux à connecter. Et la plupart de nos pays ont mis en place des centres d'appel. C'est totalement inadapté. Parce que les centres d'appel, vous allez appeler plus de 1000 fois et les gens vont vous répondre, mais ils vont vous répondre, vous êtes qui, vous vous identifiez, vous avez votre problème. Mais imaginez par exemple quand vous allez dans le centre de santé. Le centre de santé ne sait même pas quand vous arrivez. Et donc nous avons d'abord pensé à mettre en place un outil d'autodiagnostic qui te pose en fait un certain nombre de questions. Ok? Bien entendu, une fois que tu as levé sur l'application, tu vas avoir un ensemble de questions en fait qui seront posées et à la fin, on pourra te dire le risque en fait. Ok? Si c'est le risque en fait que tu aies attrapé la maladie est très faible, si c'est faible, si c'est moyen, il est très élevé. Bien entendu, avec ça en fait, tu peux aussi faire le diagnostic en fait sur plusieurs périodes. Bien entendu, c'est-à-dire que tu peux le faire hier, aujourd'hui, et si la température continue de monter, et si tu continues de tousser, et que si tu as été en contact avec des gens qui ont été avec la maladie, ça te donne donc le niveau de risque. Deuxième chose, lorsque maintenant je veux pouvoir par exemple demander à ce qu'on vienne m'aider, je peux en fait être géolocalisé, donc faire des alertes en fait pour être géolocalisé. Et donc en temps réel, si les sapeurs-pompiers, ou bien si c'est un corps qu'on doit vouloir choisir, ou bien c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire, on peut aller localiser la personne de façon réelle et à temps réel. On peut aussi signaler un cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dire, on dit confinement, on dit par exemple couvre-feu, mais la plupart des jeunes, il y a des gens dans d'autres localités, des marchés qui s'animent, etc. On peut signaler un cas. On peut aussi, pour signaler le cas, on peut prendre une photo, on peut aussi prendre une plaie ou prendre une situation. Ça peut être appliqué au Covid, mais à d'autres choses. On peut parler aussi dans les langues locales parce qu'il y a des gens qui ne savent pas peut-être parler français, les gens peuvent parler des langues locales. On peut même tousser. Et nous avons un outil en fait qui permet en fait d'analyser les niveaux de tout que vous avez pour pouvoir après prédire si vous avez potentiellement la maladie ou pas. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ça. Nous pouvons aussi donner de l'information. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'informations que les gens donnent en l'air, aussi bien dans les langues locales que des informations en fait qui peuvent être en vidéo pour expliquer le processus, pour que les gens puissent vraiment aussi recevoir de la formation liée à ça. Derrière aussi, vous avez tout un outil de gestion des alertes. C'est-à-dire que le gros problème ici n'est pas j'ai signalé de moi que je suis malade. Le problème c'est comment je fais pour aller gérer un cas. Et donc nous avons une map en fait qui permet vraiment de recenser tout l'ensemble des problèmes sur un territoire et en Afrique tout le monde en fait peut l'utiliser de manière à ce qu'on puisse recenser les cas et en même temps aller aider les populations. Donc si un sapeur-pompier quitte chez elle aujourd'hui, peut avoir l'ensemble des cas sur sa map. Et derrière avoir un outil aussi de gestion de ces alertes-là. C'est-à-dire que si par exemple c'est un hôpital, imaginez par exemple que je signale un cas que je suis malade. On vient me chercher. Donc le sapeur-pompier a alerté. Le sapeur-pompier vient me chercher. Mais si c'est pour me déposer à un hôpital, ce n'est pas pour que je puisse encore faire 2 heures dans cet hôpital-là. Il y a tout le système en fait qui est appliqué aussi au management global du système sanitaire, de manière à ce qu'on sache que j'ai rendez-vous, qu'on sache que je suis suivi, et que si le problème est réglé, qu'on puisse voir comment est-ce que j'ai pu l'énergie. Donc vous voyez donc que les méthodes en fait de conception participative prennent en compte le fait que j'intègre le client dans ma politique et je l'associe, et c'est ce que nous avons utilisé avec les parties prenantes pour pouvoir concevoir un outil qui va être vraiment très utile pour les communautés. Maintenant, je vais répondre à vos questions sur l'ensemble du processus. Est-ce que vous avez des questions que vous pouvez me poser? Ça nous permettra vraiment de collaborer, mais aussi d'imaginer des solutions et de parler d'innovation parce que l'innovation doit être le cœur de la politique éducative. L'innovation doit être le cœur de la politique de nos entreprises.
parce que innover, c'est apporter quelque chose de nouveau, c'est résoudre le problème de façon originale. Voilà. Donc on va maintenant prendre les questions. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a des questions que nous avons reçues? Bonjour PDG, j'ai une question. Innover suppose rupture avec une habitude ou un système existant. Du coup, il y a un souci d'intégration de la nouveauté dans la société. L'innovation peut connaître succès ou l'échec. Comment réussir? En d'autres termes, suffit-il d'innover? Merci PDG. C'est une très bonne question. Il ne suffit pas d'innover, il ne suffit pas non plus. Une fois que j'ai créé le produit, vous voyez, avant beaucoup de gens prennent beaucoup de temps pour créer un produit dans leur chambre et après ils supposent que le produit sera adopté. Et si tu innoves par exemple et que le produit n'est pas attendu par le client, le produit coûte plus cher que ce que le client attend, le produit n'intègre les habitudes du client, le client ne va pas l'adopter. Ce qui fait qu'il y a des échecs massifs qui peuvent être à partir du fait qu'on n'a pas intégré le client dans la conception du produit. C'est pourquoi je parle en fait de la méthode de conception participative. C'est-à-dire que si en amont, plutôt que d'imaginer la solution, toi seul dans ta chambre, tu as associé suffisamment le client dans l'évolution de ton produit, tu auras moins d'échecs parce que tu sais à combien il est capable de payer ton produit, tu sais comment il va utiliser son produit, parce qu'il a travaillé pour cette collaboration-là. Donc, vous voyez, donc ce que je peux vous dire, c'est de vous mettre tout au moins à la place de votre client quand vous voulez créer un produit, si vous pouvez les associer. Mais si vous avez la chance et la possibilité, parce qu'aujourd'hui le client aujourd'hui a un téléphone en main, okay, et le client peut être actif, le client n'est plus aujourd'hui totalement inactif, vous pouvez vraiment les associer pour éviter les échecs massifs que nous observons dans le cadre de la création de produits. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, donc vous voyez qu'aujourd'hui on a. Je ne sais pas si on peut faire une petite visite. En tout cas, nous avons notre camp d'innovation. Je crois que la semaine dernière, on vous a montré un peu l'environnement. Okay. Le samedi prochain, nous allons faire une visite appropriée du moins de notre environnement. Okay, pour vous montrer un peu les équipements. Nous avons l'usine la plus grande de l'Afrique, 4000 unités de jour d'ordinateurs, de tablettes qu'on peut faire. Mais aussi, c'est un environnement en fait de création pour les jeunes. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour véritablement quand ils ont créé des produits devant le moins pour la communauté. Voilà, aujourd'hui, ça a été de l'innovation, ça a été de la conception participative, ça a été un grand plaisir pour moi. Merci, au revoir donc chez vous et à très bientôt. Entreprenez et vous aurez la reconnaissance de vos amis, de votre famille. À 19 ans, j'ai décidé de créer mon entreprise. Personne ne croyait en moi. Je me suis accroché, même contre mes parents. Aujourd'hui, j'ai des entreprises au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, en Chine. C'est possible également pour vous. Vous aussi, vous pouvez vous engager et créer, réussir à construire autour de vous quelque chose qui sera utile pour votre communauté. Engagez-vous, entreprenez. Bienvenue au Moïse Entrepreneuriat, Massive Online Open Innovation System, une plateforme de formation et d'innovation ouverte, de coproduction et de co-création de valeur.